Cléopâtre décide d'ajouter une valeur sur les pièces. Avant, c'était le métal composant la pièce qui établissait son montant, l'argent et l'or étant les plus précieux. Selon les historiens, cette réforme monétaire permet sûrement de limiter les abus en facilitant le contrôle des prix. La Bibliothèque royale de Belgique possède un des plus beaux exemples de monnayage en bronze, le plus courant. Une pièce utilisée par toute la population au quotidien. J'ai ici les monnaies qui sont avec des marques de valeur, avec deux belles images d'ailleurs de Cléopâtre, très similaires. Et quand il y a une marque de valeur, c'est qu'il faut rassurer l'utilisateur. Des monnaies de Cléopâtre, on en possède en bronze des milliers. La plupart du temps, souvent très râpées, pas très très belles. Ceci est une exception. Vous voyez bien qu'il y a une différence. On est dans un rapport de 1 à 2 dans les poids. Et de l'autre côté, il faut s'en approcher. Mais vous voyez, les marques de valeur, il y a un pi 80 et vous avez un mu ici pour 40. Puisqu'on met des marques de valeur, c'est sans doute qu'il y a une grande dévaluation faciale. Plus besoin de mettre autant de métal dans la pièce, puisque la valeur est inscrite dessus. La réforme de Cléopâtre lui aurait permis de produire plus de monnaie avec moins de matériel. La reine d'Égypte serait-elle trop dépensière ? Il est vrai que de nombreuses légendes circulent sur le couple Marc-Antoine-Cléopâtre. Elle était extravagante, c'est sûr. Elle menait une vie de luxe. On raconte qu'ils n'ont aucune limite. Les mets les plus chers, les plus gros bijoux, d'innombrables fêtes. Rien n'est trop beau pour la pharaone et son amant qui passent l'hiver -41 à Alexandrie, juste après leur rencontre. Ça commence avec la naissance d'un club de copains, l'équivalent de la jet-set égyptienne, qui s'appelle le Club de la vie inimitable. Et le but du jeu de ce Club de la vie inimitable, c'est de vivre des moments extraordinaires. C'est une sorte d'étrange mélange entre une confrérie religieuse et un club de beuverie, hein. C'est à peu près ça. Et effectivement, cette vie des inimitables, c'est rendre hommage aux dieux en faisant tout ce qu'il y a de plus beau, de plus prestigieux. Le plus fameux épisode de cette confrérie des inimitables est celui de la perle. Pour prouver sa fortune, Cléopâtre aurait dissous une perle entière dans du vinaigre avant de boire le verre, laissant Marc-Antoine subjugué. Sauf que cette histoire est racontée par un auteur latin, près de 100 ans après la mort de Cléopâtre. Qu'est-ce que veulent raconter les Romains avec cette scène ? Que Cléopâtre est une reine dispendieuse qui dépense l'argent n'importe comment et qui vit de manière totalement délurée. La propagande romaine a fait son œuvre. La République ennemie est de plus en plus agacée par cette reine égyptienne bien plus riche qu'elle et mère d'un pharaon à moitié romain. Pour Octave, il faut l'éliminer. Octave, l'ennemi de Cléopâtre, va mettre en avant un certain nombre de thèmes misogynes dans sa propagande à l'encontre de Cléopâtre et de Marc-Antoine, qui aurait été complètement soumis à cette puissance féminine forcément perverse du point de vue romain patriarcal. Un événement va déclencher le début des hostilités. Avec Marc-Antoine, la reine égyptienne reproduit exactement le même schéma qu'avec César. Elle sécurise sa descendance avec un puissant romain. En 40 avant notre ère, Cléopâtre accouche de jumeaux de Marc-Antoine, puis d'un autre fils. Une gifle sentimentale pour Octave et sa famille. Marc-Antoine était marié à la sœur d'Octave. Le Romain a donc été très choqué par la relation Cléopâtre-Marc-Antoine qui lui a donné des enfants alors qu'il était encore marié à sa sœur. Marc-Antoine va encore plus loin. Il veut léguer ses territoires romains à ses enfants égyptiens. Avec cette naissance, la reine-mère Cléopâtre prend la tête d'un royaume bien plus grand. De la part de Marc-Antoine, elle obtient un certain nombre de territoires du Proche-Orient, au sud de la Turquie actuelle, au Liban, en Syrie ou encore dans le sud de la Jordanie actuelle. Et elle se retrouve à la tête d'un mini-empire, de Cléopâtre. Pour Octave, c'est la goutte de trop. Il n'a qu'une solution, c'est la guerre.
C'est un motif pour qu'Octave puisse déclarer la guerre à Marc-Antoine, mais pas à Marc-Antoine en direct, parce qu'il ne veut pas faire une guerre civile, il est plus malin que ça. En réalité, il déclare la guerre à l'Égypte. Cléopâtre endosse son costume de chef de guerre. Le couple rassemble ses forces venues des 4 coins du royaume. Des soldats qu'il faudra bien payer. Ils mettent en marche tous les ateliers monétaires pour financer leur bataille. Pour faire front ensemble, Marc-Antoine et Cléopâtre veulent apparaître tous les deux sur les pièces de monnaie. C'est une monnaie qui est très particulière, à vrai dire, puisqu'elle représente Antoine d'un côté, Cléopâtre de l'autre. Ils gouvernent à deux, ils se sont partagés l'Est méditerranéen à deux, et là ils sont unis sur le monnayage. C'est une monnaie qui est clairement pour les troupes, qui sont romaines, mais à ce moment-là, l'armée au service d'Antoine et Cléopâtre est une armée qui est complètement hétérogène, avec des gens qui viennent de partout, de l'ensemble du monde méditerranéen au sens très large. Les historiens retiendront que la belle histoire d'amour entre Marc-Antoine et Cléopâtre se matérialise sur les 2 faces d'une même pièce. Le couple ne le sait pas encore, mais il va bientôt connaître sa dernière bataille. Une fois l'argent amassé, en 31 avant notre ère, Cléopâtre va rassembler ses troupes et ordonner la construction de navires. Des embarcations qui serviront à la bataille d'Actium, le plus grand échec de Cléopâtre. Il va mener à sa chute. Elle a, malheureusement pour elle, choisi le mauvais parti. Le parti d'Antoine, qui est celui qui est vaincu. C'est difficile de savoir si Cléopâtre était une bonne souveraine. Ses actions ont mené à la bataille d'Actium, ce qui a entraîné la destruction de l'Égypte ancienne. Mais en même temps, vu son règne, c'est compliqué d'envisager un autre résultat pour elle. Sans aucune autre issue, la reine finit par se donner la mort. Cléopâtre évite ainsi la honte de sa défaite. C'est un des moments les plus tragiques de l'histoire d'Égypte. La dernière reine se suicide. C'est le début de tous les fantasmes, les questions, les mystères qui entourent notamment la disparition de sa dépouille. Elle est morte en 30 avant Jésus-Christ. Et nous sommes certains que sa tombe doit être proche d'Alexandrie, puisqu'elle est morte à Alexandrie. La recherche de son tombeau mobilise encore les archéologues, surtout près de l'ancienne capitale des Ptolémées. Qui mettra la main sur son sarcophage et sur la momie de la plus fameuse reine d'Égypte? La plus grande énigme de l'histoire, c'est l'endroit où Cléopâtre a été inhumée. La seule possibilité pour retrouver aujourd'hui des traces de Cléopâtre et des Ptolémées, c'est de mener des recherches sous-marines dans l'ancien grand port d'Alexandrie. Retrouver sa sépulture permettrait de répondre à beaucoup de questions. La reine égyptienne laisse derrière elle des mystères. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a su redonner toute sa fierté au pays des pharaons. Son histoire est celle d'une femme forte, d'une dirigeante rusée et d'une mère protectrice qui s'est donné tous les moyens de ses ambitions.